bah oui, donc ensuite, suite à ça, j'ai plus une nouvelle et j'en ai pu donner. Voilà, ni à mon père ni à ma belle-mère, donc. Et mon frère a fait de même par la suite, au moment où il annonçait donc à mes parents la naissance du deuxième enfant en fait. De votre père? Non, de mon frère en fait. Quand il... Ah oui, voilà. Qui annonce? Oui. Quand mon frère a annoncé la grossesse en fait de sa femme à mes Ah oui, oui. Il a annoncé ça à vos parents, et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, à ce moment-là? À ce moment-là, il n'y a eu aucune réaction de ma belle-mère. Donc, et je crois que de la même manière... Mais quelle réaction vous attendiez du côté de la belle-mère? Je pense que mon frère s'attendait à une réaction de politesse, en fait. Moi, je me dis, je croise un inconnu dans la rue, il m'annonce qu'il est super content parce qu'il va être papa. Potentiellement, j'en ai rien à fiche, mais par une espèce d'empathie, ou puis même par la politesse la plus basique du monde, je me suis dit, bon, bah, s'il est content, je montre que je suis contente pour lui, et donc, a priori, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais voilà, mon frère n'a pas eu l'impression qu'il y avait une espèce d'empathie, ou même une sympathie par rapport à cette naissance. Mais ça, c'est la belle-mère. Oui, c'est ma belle-mère. Et pourquoi attendre autant d'intérêt du côté de la belle-mère? Ça ne suffisait pas qu'il y ait de l'intérêt du père? Oui, hein. Ça, c'est une question en fait. Hein. Ça reste une question qu'on peut mettre en lien avec les deux autres thèmes dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi pas chercher à avoir cet intérêt de la belle-mère, etc. Mais en même temps, on peut se demander pourquoi autant être affecté, ou pourquoi autant vouloir, et qu'il y ait une réaction évidemment positive de la belle-mère, là, comme si elle était la mère ou la grand-mère, comme si elle était la grand-mère. Elle a toujours voulu se substituer à ma mère. Ça a été une volonté assez consciente. Alors pas d'emblée. Pas d'emblée, puisque... Voilà, par exemple, quand j'ai voulu l'appeler maman, très spontanément et très rapidement, je me suis dit, bon voilà, dans ma logique d'enfant, je me suis dit que voilà, ma mère... moi j'avais vraiment envie que ma mère soit remplacée, et donc j'ai demandé tout simplement à la belle-mère si je pouvais l'appeler maman. Et puis très rapidement elle m'a dit non. Voilà, donc après pour les raisons qui sont les siennes, mais qui n'ont pas été expliquées, voilà, qui n'ont pas été accompagnées d'explications. Par contre, par la suite, au fur et à mesure, je pense qu'on devenait des bons petits soldats avec mon frère, puis qu'on réussissait plutôt pas mal dans les études. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu comme ça ce désir-là de s'attribuer un petit peu les choses. Alors je le lis peut-être comme ça de manière cynique, parce que j'ai assez de mal à projeter une intention positive de cette personne, hein, parce que je me gourre complètement, mais en tout cas, voilà, elle a longtemps voulu s'attribuer le fait que, voilà, quand on était chez ma mère, on était un petit peu des enfants sauvages, on faisait pas mal de bêtises, on faisait un peu n'importe quoi, moi je mangeais rien, par exemple, donc voilà. Ma belle-mère, c'est celle un petit peu qui a redonné des bases éducatives à ses enfants sauvages. Voilà, donc du coup, très longtemps, et puis tacitement, mais même pas forcément très tacitement, il y avait dans l'idée que si on en est arrivé là, c'est grâce à elle. Donc voilà, du coup moi j'interprète un petit peu ce truc-là du diplôme, cette anecdote-là du diplôme, où finalement, si je réussissais mes études, c'est pas parce que forcément je bossais dur, et puis c'était normal, parce que c'était grâce à elle en fait, c'était elle qui me donnait l'autorisation. Donc pour en revenir à mon frangin, je pense oui, que... mais justement là, juste un petit peu avant, c'est comment ça s'est fait que aussi pour vous, elle a occupé cette place aussi importante, c'est-à-dire qu'elle a voulu peut-être occuper cette place-là, mais de votre côté, les enfants, vous aussi, vous avez, en tout cas, il semblerait que vous avez donné
cette place pour qu'elle puisse l'occuper. Mais en même temps, ça pose la question de savoir, et le père alors, est-ce qu'il permettait ça, il laissait faire ou quoi? Mais bon, on répondra à ça tout à l'heure parce que vous étiez en train de parler de votre frère. Oui, je pense que mon frère était vraiment dans l'attente d'une réaction positive, et effectivement d'une réaction de maman en fait. Oui. Donc, et puis plus que vous? Oui. 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 Moi je pense que je voulais, en réussissant mes études, je pense que je voulais séduire mon père. Enfin voilà, je pense que j'étais dans cette volonté-là. Oui. Mais moi je cherchais la réaction de mon père, et puis je l'ai eue, et je l'ai tout le temps eue. Et elle était positive évidemment. Elle était positive. Moi je crois que ma belle-mère, justement à partir de ce moment-là où elle n'a pas voulu que je l'appelle maman, je pense que j'ai pas... Pour moi c'était dit, je ne l'ai jamais investi comme une maman. Et je pense que... Alors, est-ce que, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est pas ça qui a fait qu'après elle a réagi peut-être négativement, que d'un côté les enfants semblaient accorder cette place-là pour la belle-mère et presque tacitement ou implicitement la demander, mais de l'autre côté, vous faisiez une grande résistance, très claire, très évidente, qu'elle ressentait bien, qu'elle voyait bien, et qui pouvait éventuellement la blesser. Non pas qu'il fallait pas faire comme vous aviez fait, hein, c'est très bien, sauf qu'il y avait ça quand même, il y avait ça. Oui. Non? On peut dire ça ou pas? Mais je pense qu'on peut le dire, et puis du coup je pense que l'abandon c'était la solution évidente. Enfin, du coup c'était... Oui. D'un côté comme de l'autre. Après, je pense qu'elle se serait pas permise de nous abandonner comme ça, parce que je pense que je pense qu'il y avait un intérêt pour elle immédiat à s'attribuer un petit peu le fruit de cette éducation-là, mais je pense que pour nous, de toute façon, bon, moi je pense qu'il en allait d'une certaine logique, et puis à côté de ça, il en allait peut-être de notre santé mentale aussi, donc c'est... Ça fait partie des... Alors, je pense que ce qu'il y a de commun entre mon frère et moi, c'est qu'au moment où on a décidé de couper court avec ma belle-mère et par extension avec mon père, il y avait comme ça de la fierté mal placée, enfin donc de la fierté tout court, de se dire, mince, alors on arrive avec une bonne nouvelle en gros, et on se fait complètement refroidir un petit peu. Donc à côté de ça, derrière, on aurait très bien pu provoquer le face-à-face, la discussion, voire l'engueulade, et on l'a pas fait. Je pense que c'était quelque chose qui nous arrangeait. En tout cas, moi ça m'arrange vraiment. Qu'est-ce qui vous arrange? De ne plus avoir de liens toxiques. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Oui, très bien. Oui, voilà. Je pense que là, on pourrait arrêter. Là, ça c'est un petit bloc là, un petit setting. Donc là, je pense qu'on peut discuter sur les questions qu'on a soulevées tout à l'heure et puis maintenant. Et puis maintenant. C'est qu'en fait, à un moment donné, on dirait que tout convergeait vers cet abandon. C'était nécessaire de faire cet abandon. Deuxième abandon. Parce qu'il y avait eu un premier abandon au départ. N'est-ce pas? Quel intérêt de vivre un deuxième abandon avec quelqu'un qui est à la place de la mère qui abandonne? À quoi ça servirait ça, d'après vous? Ou ça sert à rien, ou vous n'avez pas idée? Ça peut servir à quelque chose. Je pense que ça sert toujours à quelque chose, mais à quoi ça peut bien servir? Oui, si vous n'avez pas une idée tout de suite comme ça, c'est pas grave, mais c'est juste une question comme ça en passant. Hein. C'est la première question qu'on avait soulevée, c'était quoi déjà tout à l'heure? C'était celle alors je sais plus, il y en avait deux, il y avait celle de la superposition des abandons, puis ça va revenir. Oui, ça va revenir. J'ai sur le bout de la langue. Oui. Ça va revenir parce qu'en fait, moi je pensais à cette histoire de la maternité en difficulté.
Hein. Ouais. C'est en général. Parce que pendant tous les XXe siècle, il y a eu dans la société occidentale une problématique très grave concernant la maternité. Sans parler de la paternité, parce que la paternité aussi, on parle aujourd'hui de la crise du masculin, de la crise des pères et tout ça. Très bien. Mais il y a aussi une crise terrible de la maternité de deux façons. Vous avez la mère qui est trop, la femme qui devient mère, mais qui devient trop mère. Qui devient intrusive, qui protège l'enfant, qui enferme en cercle l'enfant de trop d'amour et protection et d'intérêt et d'inquiétude avec ce qu'on appelle les angoisses altruistes. C'est des angoisses qui partent de l'autre, maternelle, n'est-ce pas, genre ne traverse pas la rue, tu vas avoir un camion qui va te passer dessus, ou ne sors pas, rentre tôt, tu m'envoies un message, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et la personne a déjà 18, 20, 30, 40, 50 ans, et ça peut continuer. Ah oui. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des mères qui sont différentes de ça, c'est l'opposé. C'est qu'elles sont mères jusqu'à un certain moment, et à partir de ces moments-là, elles ne peuvent plus être mères. Qu'elles soient avec leurs enfants ou pas, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, elles ne peuvent pas être vraiment mères. Et c'est pour ça que quand je lisais ces textes que vous avez écrits, votre témoignage, et ce que vous m'aviez dit, j'ai pensé à un texte de Balzac que je suis en train de lire sur la femme des 30 ans. C'est magnifique. Et que pendant le 19e siècle déjà, c'est le début du 19e siècle, alors que la psychanalyse n'existait pas, Balzac, en fait, il s'est rendu compte de plein de choses. Il était psychanalyste, je pense. Avant, il n'avait pas besoin de Freud pour se rendre compte de tout un tas de choses. Et il parle, donc, dans l'histoire, peut-être que l'histoire de la femme des 30 ans n'est pas faite pour ça, mais c'est véhiculé dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est Julie d'Aiglemont qui souffre. Une jeune femme de 30 ans qui souffre de quoi? D'être mariée à un homme qui ne l'aime pas et qui probablement la viole. Bon, qui dit qu'il y a des actes. C'est une question de viol, on ne sait pas très bien, c'est des relations sexuelles, mais qui ne sont pas tout à fait consenties, ou elle consent, mais elle ne se sent pas bien, et elle n'aime pas cet homme. Elle le sent trop fuyant, trop méprisant, trop. Ah oui! C'était le mépris, justement, on parlait du affect. Voilà, ça revenait. Voilà. Oui. Voilà. Et dans l'histoire de Julie d'Aiglemont, c'est qu'elle devient mélancolique. Elle devient, avec sa physionomie frêle, avec son regard intériorisé. Vous savez, là, c'est cette physionomie, ou ce regard mélancolique qu'on peut avoir et qui attire parfois un type d'homme. Une femme comme ça attire et excite l'amour chez un type d'homme, ce type de femme-là. La femme qui est mélancolique, qui souffre et qui a des pensées autour de cette mélancolie. C'est pas simplement la mélancolie brute, mais c'est des pensées autour de la mélancolie. Des élaborations, et une grande solitude. Bon. Et l'histoire, donc, va montrer comment se gèrent les relations entre les hommes et les femmes à cette époque du 19e siècle, qui est un peu l'héritage de la Révolution française. Donc, il dit, et ce qui moi j'aime bien, c'est qu'il dit, l'amour prend toujours la couleur de chaque siècle. Ça, c'est super. L'amour prend la couleur du siècle. Mais pas simplement l'amour, c'est le mariage, la maternité, les mœurs, etc. Et donc, Julie, elle a une fille avec cet homme qu'elle n'aime pas. Et elle s'appelle Hélène. Et donc, elle se met en tête d'être mère d'Hélène. Elle ne peut pas faire autrement.
il faut qu'elle ne l'abandonne pas.